Merci Dominique. Donc moi, Rémi Perron, je suis sélectionneur de blé tendre bio et faible intrant à INRAE, IGEP à Rennes. Donc la question, c'était dans le cadre du projet EcoFitoc que vous présentiez là, à l'échelle française. Est-ce que, alors j'ai vu qu'il y a une publication dans Scientific Reports, est-ce que vous publiez également des articles dans des revues agricoles en français pour diffuser plus largement les connaissances à d'autres personnes que les personnes concernées directement dans le cadre du projet, même s'il y a déjà pas mal de monde. Alors, vous m'entendez? C'est bon. Bien. Merci pour la question. Alors, oui. Oui, alors on publie en priorité dans des revues à comité de lecture, soit dans des revues biologie, soit des revues en sciences humaines, parce que chacune court dans son couloir et que c'est hyper difficile de publier dans un régime interdisciplinaire, si c'est possible. On fait des fiches agrotechniques qui sont coécrites par les agriculteurs et nous, dans lesquelles il y a la synthèse de leur savoir d'expérience, les conclusions auxquelles on est arrivé, et puis des protocoles pour mettre en œuvre, par exemple, un enherbement à base de plantes label végétales locales, sauvages, ou par exemple une fiche agrotechnique sur comment passer la charrue dans les vignes seulement 2 fois au lieu de 6. Donc ça, si vous voulez chercher, je donnerai à Dominique, on a mis ça sur un site web. Après, est-ce que dans des revues techniques à l'échelle nationale, on en a déjà publié des choses? Non, et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on me dit, mais c'est quoi ce que vous faites? De la sociologie ou de la biologie ou de l'agronomie? Point. C'est atterrant, quoi. C'est atterrant. Mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Mais globalement, on va essayer. On va essayer. Voilà, j'espère que je réponds à ta question, Rémi. J'espère. Oui, oui, juste, je me permets de compléter, c'est plutôt pour les revues agricoles là, dont vous parliez, où il y a des difficultés de publication, ou même des revues qui seraient portées par INRAE, de type Agronomie, Environnement et Société, ou des choses comme ça, qui sont quand même plus ouvertes sur certains types de questionnements, je ne sais pas. Joker. D'accord. Joker. La publi qu'on a sortie en 2017 avec Anne Monéron, qui décrivait la méthode de recherche-action participative. On a souffert, hein. On souffre beaucoup pour publier, mais là, on a vraiment, vraiment beaucoup souffert, exactement pour les mêmes choses que j'ai dites tout à l'heure. C'est mais Jean, mais tu fais quoi de la sociologie? D'abord, on ne fait pas de sociologie, hein. C'est méchant à l'endroit des sociologues de dire qu'on fait de la sociologie. Ou alors tu fais de l'agriculture, mais tu connais rien. Enfin, la phrase de j'y connais rien, je l'entends tout le temps, mais ils ont raison. J'y connais rien. Oui, mais cette question de discipline, elle revient à plusieurs reprises là, dans les questions. Ben oui, c'est Yuna qui a écrit ça. Là, voilà, j'ai lu celle de Yuna. Yuna, tu veux dire 2 mots là sur ta question? Et te présenter? Oui, bonjour, parce que en effet, moi je suis sociologue, mais avec un parcours d'ingénieur agro à la base. À l'époque, c'était pas si fréquent, ça l'est un peu plus aujourd'hui, mais c'est vrai, enfin, c'est intéressant parce que ton parcours témoigne aussi en tout cas, de cette, non pas je dis que tu as oublié les sciences du vivant, au contraire, mais c'est une corde de plus et il y a quand même un parcours personnel, je pense, vis-à-vis des sciences sociales. Et en fait, quand même, je pense il y a quand même un sociologue inspirant, enfin un socio-anthropologue du développement qui était Jean-Pierre Darré. Enfin, ce que tu dis est quand même assez proche hein, de ce que Darré aurait pu dire. Moi, j'ai aussi été formée par Jean-Pierre Darré et je pense que c'est bien ça permet justement, y compris de faire d'avoir ce couplage entre les sciences du vivant et les sciences sociales, soit tout seul, soit à plusieurs. Oui. Et avec, par contre, là où aller vers les sciences sociales, ton histoire est assez lisse, sans rapport de force. Et du coup, ça amène quand même à se poser des questions hein, de rapports de force locaux, ces gens doivent être aussi considérés comme des déviants. Donc voilà, comment tu les gères en fait. Voilà. Qu'est-ce qui est lisse? J'ai pas compris, Yuna, pardon. Ah, l'histoire en fait que il y a des il y a des porteurs de pratiques nouvelles qui sont où ça a l'air de bien se passer en fait sur la façon dont ils peuvent porter l'innovation et Oui.
construit vers au changement d'échelle et je vois pas de résistance, je vois pas de blocage qui viendrait d'autres acteurs dans le territoire. Donc, voilà, je Oh. suis un peu étonnée par ce côté pas conflictuel, en fait. Ah, parce que je suis un vieux loup, peut-être. Euh, franchement, ce n'est pas lisse. Évidemment, les chambres d'agriculture ont démissionné il y a très longtemps. À chaque fois, je leur écris, à chaque fois, on les réinvite. Les conseillers, on en a encore, mais on en a beaucoup moins qu'au début. Des enseignants dans les lycées viticoles qui travaillent avec nous dans les groupes, ils ont aussi du mal. Forcément, on renverse un peu les affaires. Mais moi, je vais pas prendre leur métier, mais je dirais devant eux, et je peux le dire là aussi, il faut qu'ils changent la façon d'exercer leur métier. C'est une transformation de leur métier qu'on attend. Si je prends l'exemple des sols que je relatais tout à l'heure, quelqu'un a demandé dans les questions comment on a construit la formation. Ben, on allait chercher des formateurs sur les sols qui étaient dans le domaine de la recherche et puis qui étaient dans le domaine des lycées agricoles et viticoles. Et ils se sont fait complètement secouer par les vignerons. Secouer. Parce que les vignerons leur ont dit, ben maintenant, d'abord, vous nous écoutez. On va vous raconter ce que nous, on sait. Puis vous venez un peu dans nos parcelles pour qu'on discute un peu. Et finalement, ça a amené à, euh, je l'espère, commencer la transformation des connaissances des gens qui ont à transmettre des connaissances et puis leur méthode de transmission de ces connaissances. Pour être encore plus précis dans cette réponse, on a fait une enquête auprès de plusieurs centaines de vignerons sur les thématiques prioritaires pour eux. On trouve une hiérarchie de thématiques prioritaires qui n'a rien à voir avec celles qui sont enseignées ou qui sont dans le cadre des formations. Et pour chacune de ces thématiques prioritaires, on leur a demandé quelle est la nature des connaissances que vous mettriez en premier en tant que besoin. Yuna, la première, connaissance scientifique, ils ont sorti. La deuxième, la connaissance et les savoirs d'expérience des gens qui sont avec nous. Et la troisième, en nouvelle tech. Je crois bien que c'est complètement à l'envers le système actuel. Voilà. Donc, une fois qu'on a eu ça, les profs, ils étaient un petit peu café sans sucre. Et puis, on a travaillé ensemble pour essayer de construire avec eux quelque chose qu'ils pourraient ensuite s'approprier et transmettre aux autres. C'était un boulot terrible. Voilà. Donc, c'est pas si lisse que ça. Où est-ce qu'il y a le plus de clous dans notre maison, hein? La maison de la recherche, bien plus que dehors. Dehors, on peut toujours onduler, passer entre les châteaux, un trou papier. Voilà. Merci. Frédéric Ray qui pose aussi une question sur les disciplines. On va rester là-dessus avant d'aller après sur l'agronomie un peu plus. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Effectivement, du coup, vous avez partiellement répondu déjà à la question qui était celle qui a été évoquée. Donc, je me suis pas présenté, pardon. Donc, je travaille pour l'ITAB, l'Institut d'agriculture et d'alimentation bio, et notamment sur les questions de semences et de sélection pour l'agriculture biologique. Et on a eu un projet là sur la gestion collective et la sélection du maïs population avec différents groupes d'agriculteurs. On a travaillé notamment avec Laurent Hazard et qui a mobilisé d'ailleurs des approches un codage de discours un peu assez proche de ce que vous avez fait là et du coup avec derrière le questionnement de dans quelle discipline on se situe en mélangeant ces différentes approches quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ma question, c'était là que je mettais, mais c'est-à-dire dans ce type d'approche, finalement, qu'est-ce que vous mobilisez? Et je crois je crois que vous y avez déjà répondu. Oui, je peux compléter. Je pense qu'il y avait aussi. La première chose, c'est. Je sais pas si c'est la première, mais si, quand même, la première fois où je leur ai dit je ne sais pas, ça fait un moment. Il y a un moment de silence hein, aux gens. Et je crois que l'idée, en tout cas dans les projets comme on les conduit, j'ai pas dit qu'il fallait faire comme ça partout ailleurs ou quoi que ce soit. Hein, je décris ce que nous on fait. On prend le risque de ne pas savoir. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est de bien préciser une question. Et du coup, ne pas venir avec un homme orchestre de discipline ou avec un camion de spécialistes dans toutes les disciplines du monde,
c'est un atout parce que ça fait peur aux gens. Ça fait peur. Et ça fait d'autant plus peur que, en fait, les gens le savent pas, mais nous, on le sait, ils se parlent pas, tous ces gens-là dans le camion. Ils n'ont pas le même discours, ils n'ont pas les mêmes registres de validation, ils n'ont pas les mêmes revues de publication. Donc, on vient avec des gens solitaires, ça sert à rien, quoi. Voilà, donc là, il y a une approche plutôt modeste en termes de connaissances, plutôt précise en termes de méthodologie de travail. Ça, c'est vrai. Euh, Quelqu'un a demandé aussi quand est-ce que les sciences de l'éducation sont venues. Ils sont venus au début. C'est Anne Monéron, qui est chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation, qui m'a vraiment, vraiment aidé tout au début à construire tout ça, inclus la méthode. Et puis tout à l'heure, pour les autres, voilà, dans le domaine des sciences de l'éducation, de la formation, pour la construction de ces formations. Donc moi, on y va, on ne sait pas. Le dernier atelier qu'on a fait, c'était il y a un an. On a présenté les résultats qu'on avait sous forme de poster avec les gens d'équipe et les conseillers, les vignerons, ils viennent. Ah oui, ça c'est bien, mais on n'en a pas besoin. Ça c'est intéressant, mais ça nous sert à rien. Ah, ça, ce que vous nous avez raconté, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez fouiller? Racontez-nous quelque chose la prochaine fois. On y va, on leur raconte quelque chose et moi je leur dis, mais ça je ne sais pas faire. Mais Jean, allez, Jean, cherche. Et on trouve des gens, des nouvelles disciplines. L'originalité dans ça, c'est que parfois, il y a des gens qui sont dans leur discipline scientifique, qui ont envie de rester avec nous. C'est ceux dont je retiens le nom. Et puis, il y a ceux qui viennent faire leur marché, qui s'en vont. Je n'ai plus leur nom à l'esprit. Merci. Tu as répondu à la question de Marie, mais j'aurais aimé, parce que c'est aussi l'occasion pour le consortium de mieux connaître un peu tout le monde. Donc Marie Baudeux, si tu veux bien te présenter, et est-ce que Jean a répondu à ta question ou est-ce que tu souhaites la compléter? À peu près. Alors oui, moi, Marie Baudeux, je m'occupe de médiation scientifique au pôle Sens, Sciences et Société, donc à la DIPSO. Et je me reconnais un petit peu dans le... Enfin, j'ai une formation, juste pour situer, de génétique au départ, et j'ai eu assez vite... j'ai eu besoin assez rapidement d'aller voir aussi ce qui se passait, ce qui se disait du côté de l'épistémo et ensuite même du côté de la psycho du travail. Donc, le fait d'avoir tâtonné sur plein de disciplines comme ça me parle. Et je crois que vraiment, on formule les questions différemment quand on croise. Et effectivement, moi, ma question, c'était sur sciences de l'éducation. Et alors, j'avais noté que dans ton discours, dans ta présentation, qu'elle intervenait au moment de travail sur les sols. Oui. Et voilà, je m'interrogeais de savoir comment ça s'est reformulé grâce ou par cette discipline. Voilà. Mais c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je crois que c'était Eric qui m'a demandé ça, où j'ai dit finalement, on a eu à amener les profs, mais on n'avait pas de chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation avec nous à ce moment-là. Ah, D'accord. ça, c'est pas top du tout. Je sais. On devrait, mais je peux plus tout faire. Il faudrait arriver à donner envie à d'autres gens pour qu'ils s'en saisissent. Je pense qu'on se rende compte qu'avec plus de 200 victimes dans une enquête, ce qui les intéresse, c'est pas ce qu'on leur enseigne. Et les contenus ni la méthode s'interrogent, quoi. Ou plutôt, ça donne une marge d'espoir pour essayer de faire les choses pour qu'elles changent un peu. Mais, 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 mais prenez-le, Marie, prends-le, le sujet, je peux pas, je peux plus. Ça va être trop, à un moment donné. Ça fait Et trop. voilà, mais c'est une belle invitation. C'est aussi l'intérêt de ce réseau, c'est ça, hein, on peut Ouais. se mobiliser les uns les autres autour de projets. Donc voilà. Lucille, tu voulais savoir un peu plus le parcours de Jean. Oui, mais ça, beaucoup de choses, vous avez déjà beaucoup répondu à la question sur la question des disciplines. Tu te présentes, hein, Lucille. Donc, je m'appelle Lucille Garçon, je suis chargée de recherche en géographie. J'ai été recrutée sur un poste en géographie à l'INRAE en Corse, qui traite plutôt de questions d'élevage et de la valorisation des produits de l'élevage. Mais auparavant, j'ai travaillé sur la question des semences, la façon dont des variétés anciennes peuvent exister dans des filières de valorisation des produits aussi, des races locales, des choses comme ça. J'ai travaillé aussi sur le projet dont parlait Fred tout à l'heure, sur la sélection du maïs population, avec des collectifs d'agriculteurs qui nous engageaient à bousculer un peu nos manières de poser des questions,
la façon dont on voulait les mobiliser aussi dans l'enquête, les engager, les embarquer dans nos enquêtes, faire évoluer les questions au fur et à mesure de la vie du collectif et du projet Casse d'Art sur lequel on travaillait. Donc ce que vous dites résonne avec pas mal de questions que je me suis posées, et notamment sur la manière de se présenter, du coup à la fois à nos propres pairs, quand on a un parcours qui n'est pas rattaché exclusivement à une discipline, mais qu'on touche à différentes autres disciplines, ou qu'on emprunte dans différentes disciplines que la discipline dans laquelle on est principalement qualifié. Et puis pour moi, c'est aussi une difficulté pour se présenter aux acteurs voilà, avec quel mot vous utilisez pour vous présenter, pour ne pas apparaître comme chercheur avec une identité disciplinaire, sans être pour autant dans de la résolution de problèmes. Voilà, c'était un peu de manière formelle comment vous présentez. Je ne sais pas trop bien comment je me présente. Je pense que dire que je suis spécialiste en quelque chose, c'est déjà le début de la fermeture de la discussion. Pourquoi? Parce que c'est ce que je décrivais au début du topo tout à l'heure. Les gens, du coup, ils vont attendre qu'on instruise leurs problématiques ou leurs questions un peu trop vite déduites via le prisme de cette discipline. Et là, on commence à perdre, dans mon sens, hein. On perd l'occasion de vraiment transformer le système, de donner envie. C'est ça le truc, il faut donner envie aux gens de changer ce qu'ils font et en même temps valoriser ce qu'ils savent faire. Donc, voilà, je suis chercheur à l'INRA. Des fois, je dis même pas que je suis à l'INRA, parce que ça peut presque être gênant. Ensuite, en interne, ça fait 17 ans qu'on écrit le jour où vous arriverez à nous expliquer quelque chose qu'on arrive à comprendre dans notre discipline, ben, on réévaluera votre dossier. C'est texto écrit comme ça. Ça date d'il y a 18 mois. Mais c'est comme ça depuis 17 ans. Voilà, mais ils lisent peut-être pas Edgar Morin. Pourtant, c'est pas si compliqué à lire et très, très plaisant. Mais voilà, c'est un peu déçu ce que je dis, mais bon, voilà. Mais quand je disais tout à l'heure, les gens, ils s'attendent quand un chercheur INRA arrive à ce que, à chaque fois, ils se rendent compte assez vite qu'ils sont, enfin, je l'espère que je sais pas, je suis pas dans l'idéotype qu'ils attendent. Et ça crée une déstabilisation que je dirais bénéfique. Bénéfique. Et cette déstabilisation se transforme en entropie à l'issue de la réunion et surtout après l'entretien. Ils sont tristes quand on part après 2 heures d'entretien. Mais Jean, tu vas faire quoi avec tout ce qu'on t'a dit? Vous allez voir, je vais faire votre projet, nous allons le faire ensemble. Voilà. Mais il y a du boulot dans le monde de la recherche pour laisser marcher des gens dans cette direction-là. Voilà. Ok, merci Jean. Bon, si on attaque un peu des questions de terrain, donc là, une question d'Anaïs Canitro sur le profil des vignerons qui ne souhaitent pas de labellisation. Donc ça, c'est intéressant. Quelles sont les raisons qu'évoquent ces vignerons? Alors, Anaïs, reprends la parole là et présente-toi, s'il te plaît. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bien. Oui, donc Anaïs Canitro, merci pour cette présentation d'ailleurs. Pour me présenter, suite à une licence transition agroécologique des territoires, je suis volontaire sur la station Awen Bio dans le Finistère chez Le Grab. Et dans le cadre de mes études, j'ai pu suivre des groupes d'échange de paysans. Et je me demandais justement quel était le profil de ceux qui refusaient la labellisation, que ce soit par leur parcours ou une spécificité de leur exploitation. Et quelles étaient les raisons de ce choix? Alors, y a-t-il un profil du refus? Pas trop. En fait, c'est à la fois des vignerons qui sont depuis longtemps en conventionnel, qui se posent des questions, et puis aussi des néo-vignerons. On en a rencontré déjà 3 sur les 80, c'est pas rien, qui plaquent tout, et qui achètent 2 hectares de vignes, ou qui louent 2 hectares de vignes et qui se lancent là-dedans, et c'est vadé rétro labellisation. Donc, il n'y a pas de profil spécifique. J'ai pas fini le Tour de France, mais
mais ça sent, c'est en train de, enfin, je sens que c'est émergent, que ça devient sérieux, ce refus de la labellisation, ce refus du cadre. Après, c'est exacerbé peut-être dans le cadre de nos projets, puisqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent transformer la recherche, ils peuvent transformer les parcours de recherche, et donc du coup, ils sentent qu'ils ont du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Du coup, ils sont encore plus confortés dans l'idée qu'il fallait refuser. Voilà. Euh, Après, est-ce qu'il y a un biais quand on invite des vignerons pour faire des groupes? Il y a toujours des biais. C'est surtout des gens qui ont envie de discuter, mais il y a des gens qui sont conventionnels en bio, en biodynamie, avec des PNPP ou sans PNPP, des Allemands, des Suisses, des Alsaciens, des Français, enfin de tout. Donc, il y a sûrement un biais, mais pas énorme. Moi, j'ai trouvé ça inquiétant, ou non, pas inquiétant, une bonne nouvelle qui refuse la labellisation. Bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont labellisation bio, mais ils font des choses qui sont absolument hallucinantes. Et en fait, pourquoi ils ne veulent plus cette labellisation? À cause des contraintes et aussi parce que c'est un couvercle, c'est un rideau noir tiré sur leur capacité d'innovation. Il y a une ressource, quand on les écoute, qui nous montre, qui nous dit sur leurs fiches de travail, etc. Mais c'est pas la peine qu'on fasse des projets à l'INRA. On va chez eux, on commence d'abord par les regarder tout ce qu'il y a là-dedans. C'est un trésor, un trésor. Ah, t'es bio. Ah, t'es bio. Et alors, t'es bio. Et alors? Ah non. Ben non, je veux pas être bio, je veux pas être Déméter, je veux pas être tout ça. Mais regardez-moi ce que je fais. Partageons-le. Et, 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 et cette, bon, j'appelle ça, enfin, je vais un peu loin, c'est presque une rébellion, hein, mais c'est une rébellion bénéfique, je trouve, parce que ça nous amène à repenser les choses, à dire, OK, place à l'innovation, vous avez envie d'innover, montrez-nous comment vous faites, et puis on va faire ça ensemble. Il y a des choses très bien que vous faites, et puis il y a d'autres qui seront un peu à travailler pour qu'on puisse les partager. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc pour moi, c'est une ressource, et je dirais, la labellisation, c'est devenu une contrainte. Une contrainte. Et ça, tout à fait. Pardon? Ouais, excuse-moi, je croyais que tu avais fini, mais on l'observe de plus en plus chez les maraîchers, chez les céréaliers, ce que tu observes aussi, notamment ceux qui sont en circuit court et qui estiment que, ben, en fait, ils ont la confiance de leurs clients, avec tous les guillemets qui y a autour de clients, qui sont aussi des amis pour la plupart. Et donc, ils disent on n'a pas du tout besoin d'une labellisation qui, en plus, va beaucoup moins loin que ce vers quoi on a envie d'aller. Il y a aussi cette histoire-là. Alors, Rémi, tu as peut-être une intervention là-dessus, donc on va t'écouter, et après on écoutera Yann Oui, Leroux qui pose une question là-dessus. oui, c'était pour dans la poursuite. C'est aussi le cas pour la production laitière, hein. Il y a tout un tas d'agriculteurs qui ne veulent pas être labellisés en bio pour des raisons pratiques, parce qu'ils ont des méthodes de production qui sont à l'interface de plusieurs modes de production, puis qui vont compliquer très fortement les choses, ou qui, voilà. Et c'était pour rebondir aussi sur un des points de Yuna Schifolo qui parlait des porteurs de pratiques nouvelles. En fait, là, moi, je parle plutôt de la grande culture, mais il y a quand même un très grand nombre de groupements d'agriculteurs, des GDA, des groupements plus ou moins informels, disons, qui développent des pratiques nouvelles et qui n'ont pas attendu INRAE pour avancer sur leurs problématiques, quoi. Ça se voit continuellement quand on fait du terrain. Donc, on sait qu'il existe beaucoup de pratiques. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on les suit pas nécessairement, quoi. Alors qu'il y en a certaines qui probablement auront une efficacité très importante pour l'évolution agroécologique et l'agriculture biologique, quoi. Et qui cherchent souvent du conseil, quoi. Par ailleurs, c'est ce qu'on voit très souvent quand on discute avec eux. Blanc, tu veux réagir? Oui. Oui, ben merci. Merci Rémi. Donc, il y a le maraîchage, les grandes cultures, la viticulture. Eh ben, c'est bon, on a une salade de tomates, du vin et du pain. C'est bien. Et l'élevage? Et l'élevage, et l'élevage. Je pense que, pardon, hein, Rémi, je pense qu'il ne faut pas dire pratique nouvelle. Nouvelle, il ne faut pas le dire. Parce que nouvelle, ça, c'est revendiqué. C'est nous qui disons, on a de l'innovation, on a des choses nouvelles, cette maladie du monde moderne, de l'innovation de rupture et tout ça. C'est des gens qui sont modestes, ils n'ont pas envie d'être mis en lumière. Je ne crois pas. Ils n'ont pas envie de revendiquer. Alors effectivement, oui, tu as raison, ils ont besoin
Ils ont besoin, non, ils n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin de mise en réseau, de mise en réflexion, parce qu'il y a à la fois leur pratique, mais il y a surtout ça, leur tête, leur cœur. C'est des gens qui ont une heuristique différente. Et c'est ça qu'il faut valoriser, pas seulement la pratique. Si on regarde les réseaux défis, c'est une catastrophe, l'inefficience du système des réseaux défis, puisque qu'est-ce qu'on fait? Dans un groupe, on dit, ah ben toi, tu es le meilleur élève de la classe. Et puis on va embarquer tous les autres, on va leur dire qu'ils doivent faire comme toi. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Alors que si on s'intéresse à l'heuristique de la personne qui a fait ça, à sa forme de raisonnement, ben en face, l'autre qui n'a pas fait ça, il a aussi un cerveau, il a aussi une forme de raisonnement. Donc on peut aller vers un registre humain moins que technique. Yann, si tu veux préciser ta question, et Oui. ensuite Bernard Roland qui demande la parole aussi. Alors moi je suis en master d'amélioration végétale à l'Institut Agro. Et donc je me demandais pourquoi les agriculteurs refusaient les labellisations alors que ceux-ci ont des pratiques agricoles qui s'en rapprochent fortement. Mais vous avez un peu répondu à la question, c'est par exemple les agriculteurs qui font des circuits courts ou des pratiques comme celle-ci. Mais pour les autres agriculteurs, je me demandais, est-ce que c'est juste un rejet, entre guillemets, un rejet de la société ou un rejet où ils ont peur d'être trop contrôlés avec ces labellisations et de plus pouvoir faire ce qu'ils veulent ou... Voilà. On va sur un sujet qui est super important, qui pour moi relève presque de l'alerte. CF, les confirmations que vous m'avez données pour céréales, maraîchage et alimentaire. C'est peut-être en partie parce que ce que vaut le label bio est érodé. C'est possible que ça soit ça, mais je pense que d'abord, il y a envie d'être libre, d'être en capacité d'innovation. Et ces gens-là, ils ont envie de partager. Hein. Ils ont complètement envie de partager. Mais en face, quand ils voient un conseiller, il va leur dire, oui, mais alors on n'a aucune garantie parce que si vous mettez 3 kilos 4 kilos de cuivre en 2023 parce qu'il y avait une pression de mildiou de folie dans le sud-ouest, eh bien, vous êtes hors de la norme et puis vous devez écrire une lettre au ministre, etc., pour qu'il vous donne une autorisation. On s'en sort plus. Je veux dire, soit on fait confiance à ces gens, et je pense qu'ils méritent la confiance, ils méritent la confiance à condition qu'on aille les voir, les écouter pour savoir comment ils raisonnent, quelle est leur capacité, quelle est leur façon d'inventer, quelles sont leurs pratiques. Et je pense qu'on a, dans une interdisciplinarité reconstruite, et peut-être que Yuna sera d'accord avec moi, on aurait la capacité, pas seulement l'INRA, mais les instituts, les universités, d'aller chez ces gens-là pour les écouter. Il faut aller chercher non pas la moisson, mais regarder la force de leur germe. Bernard, tu veux compléter là-dessus? Oui, Jean, excuse-moi, j'ai raté le début, là, comme souvent, je fais toujours à la bourre, mais plusieurs réactions de ce que j'entends là. Les collègues de Grignon, enfin maintenant, ils sont à Saclay, ils font ce qu'ils appellent de la traque d'innovation. Et de fait, il y a des agriculteurs super inventifs, des groupes et des agricultrices. On en a fait une expérience, enfin, nous plusieurs, parce qu'on bosse avec ces gens-là depuis très longtemps. Ça a peut-être pas grand-chose à voir avec les réseaux défis. Nous, on est plutôt dans la mouvance des réseaux agriculture durable, RADCIVAM, où là, c'est de l'auto-organisation, c'est de l'auto-organisé. C'est pas comme un défi où quand tu rentres dans le cadre, enfin, t'es cadré, quoi. Et on était allé avec Mauguin, Philippe Mauguin, PDG chez Jacques Morino, président à l'époque du réseau agriculture durable. Et je m'étais, à la fin de la journée, un directeur scientifique qui était présent avait dit si aux paysannes et paysans qui étaient là, si vous voulez aller plus loin, vous viendrez voir dans nos stations. Moi, je l'avais repris, ça se fait pas. J'avais dit, bah non, non, non. C'est plutôt que, enfin, il y a certainement besoin que de nombreux collègues quittent les stations pour aller visiter ce qui se fait dans ces fermes-là, qui sont souvent plus dans l'inventivité
que nous, si tu veux. Ils sont plus curieux, et alors, sur l'histoire du label, quand même, ce qui se revendique, ces gens-là, souvent, c'est qu'ils sont à la fois bio et agroécologiques, si tu veux. Mais ils ont quand même, parce que là, de ce que j'entends dire sur le label bio, c'est quand même aujourd'hui le seul label qui est connu, reconnu et qui est vraiment dans une démarche de progrès. Donc, faut faire attention aussi. Certes, c'est peut-être en partie un petit peu un carcan, notamment par rapport au cuivre que tu dis, mais il faut faire attention parce que tous les autres labels, là, je vais caricaturer, c'est du bidon complet. Il y a plein de labels qui sont arrivés. Maintenant, le HVE tend à tirer une légitimité qui est pas du tout, il sème énormément de confusion. Donc, c'est très important dans la période de défendre le label bio, mais qui peut être complété par d'autres déclinaisons plus ou moins. Enfin, mais déjà, le bio, ça te donne une certification parce que tes producteurs, tu les connais pas forcément, tu vas pas forcément aller visiter. Et si tu es en circuit moyen et en circuit long, c'est précieux de savoir quand même que des gens ont un label crédible, même s'il n'est pas parfait, quoi. Parce que là, il y a du brouillard qui s'installe et il faut quand même, parce que il y a quelques années, on avait été sollicité par un des grands leaders des hypermarchés français. C'est en fait une boîte de conseil qui bossait pour ce, cette grosse boîte de distribution d'hypermarchés et qui voulait savoir comment faire pour réduire de 50% les pesticides sur les fruits et légumes. On était 3 collègues de l'INRA à l'époque, c'était pas encore l'INRAE, et la personne voulait savoir qu'est-ce qu'on pensait des conclusions de son enquête. Et ben, ce qu'il en ressortait, c'est que le seul label fiable qui donnait des garanties, c'était le label bio, si tu veux. Tous les autres étaient des labels de complaisance. Donc c'est quand même important, même s'il n'est pas parfait, c'est hélas, pour l'agriculture intégrée, on n'a pas de label et on aimerait bien en avoir un, tu vois. Du coup, on n'arrive pas à quantifier le nombre de fermes qui travaillent comme ça. Donc voilà, j'en ai assez dit. Bernard, ok, merci. 2 points. Je pense qu'il y a un malentendu sur cette question du label bio. Moi, ce que j'ai dit, c'est des retours de terrain un peu sensibles. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé ici. L'idée, c'est pas de déstabiliser le seul, entre guillemets, label qualitatif en termes d'impact environnemental. Moi, je considère que Déméter en est aussi un. L'idée, c'est plutôt de dire qu'il faut qu'on aille chercher derrière ce qu'il y a comme ressources, comme diversité de raisonnement, comme diversité d'heuristique, parce qu'on est largement en deçà de ce que représente le label bio. Il y a des savoirs à valoriser et c'est l'inverse d'un système d'implémentation où on va implémenter le bio. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, je ne veux absolument pas casser la baraque du bio, mais par exemple, voilà, hein, que ça soit clair complètement. Non, mais on a bien compris que tu nous fais part d'observation. Je fais part d'observation, je fais part d'une richesse d'un mouvement qu'il y a sur le terrain, et je ne suis pas le seul, et que c'est une richesse qu'il faut instruire. Voilà. Et qu'un institut de recherche sur la bio, comme le FIBEL, qui est pas loin d'ici, à 50 km, il ne va pas le voir. Il ne va pas le voir, alors que d'autres démarches de recherche pourraient le voir, et ça m'amène à discuter du participatif. Track d'innovation, voilà. Dans le champ du participatif, il y a différentes épistémologies quand elles sont précisées par les gens. Il y a des gens, je ne sais pas exactement ce que c'est que la track d'innovation, alors je vais raconter l'exemple qu'on a vécu sur les sols, où les gens sont venus, ils ont fait leur job, ils ont passé le râteau, ils sont partis, ciao. Jean, on a fait un bout de chemin ensemble, nos routes se séparent. Ça, c'est pour moi. Et pour les vignerons, ils n'ont rien compris à ce qu'on leur a dit. On leur a dit il y a tant de bactéries, tant d'interactions entre le micro-organisme, etc., de manière comme dans une cathédrale, et ils n'ont rien compris. Et les vignerons leur ont dit, aux chercheurs, leur ont dit, ça sert à rien. Texto, ils leur ont dit, ça sert à rien ce que vous avez fait. On ne peut pas s'en servir. Et ça aussi, c'est une image importante. On a à la fois la capacité d'investigation extrêmement puissante, mais on ne sait pas le mettre en œuvre pour qu'il y ait un construit commun. Il faut travailler sur cette question. Voilà. Donc, je ne sais pas, track d'innovation, est-ce que vous ramassez les copies? Comment vous faites ça, Bernard? Attends, on ne va pas partir là-dessus. Moi, je voudrais juste redonner la parole. Alors, on y reviendra peut-être après, mais redonner la parole à Edwige, là, peut-être pour conclure cette partie labellisation, et ensuite à Thierry Stotzel, que je vois connecté.
PDG d'EcoCert, ça serait intéressant d'avoir son avis. Edwige, tu te présentes et Oui, tu as peut-être eu la réponse déjà, mais oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Donc moi, Edwige Fin, je suis économiste à l'INRAE en postdoc. Et j'avais posé, en fait, vous avez déjà beaucoup parlé de la labellisation, mais en effet, je trouvais ça intéressant, un peu à la fois l'idée que les pratiques d'agriculture biologique puissent se développer, changer d'échelle, mais en même temps qu'il puisse y avoir une tendance à la baisse sur le recours au label bio. Et voilà, du coup, je m'interrogeais un peu sur les raisons, mais on a déjà largement évoqué. C'est vrai qu'en termes de modèle économique, souvent le label est présenté comme une manière de valoriser économiquement comme un modèle. Donc, je sais pas. Du coup, voilà, le changement d'échelle ne se fera peut-être pas forcément par le label, bien au contraire. Donc, je trouvais ça intéressant, cette idée-là. Merci, c'est bien dit. Ce sera pas merci autrement. Edwige. Merci, Edwige. Merci à vous. Thierry, alors, à brûle pour point, mais tu te présentes et moi j'aimerais bien avoir ton avis sur est-ce que tu le sens ça, est-ce que tu sens cette évolution? Ah, on t'entend pas Thierry. Mince. Est-ce que ça marche? Ah oui, là oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Thierry Swetzel, je suis directeur général d'EcoSer France, pas PDG, Dominique, mais voilà, ravi d'être parmi vous. Bravo Jean, on ne se connaît pas, mais c'était passionnant. Oui, mon avis sur la question, effectivement, on a toujours eu en agriculture biologique, labellisé ou pas, des gens qui ont innové. Ça, je pense que c'est des gens qui sont assez inventifs, assez rebelles. Jean a parlé de cette rébellion, je pense que ça caractérise pas mal de personnes qui travaillent dans la bio, en tout cas peut-être au tout début, et donc cet esprit, il a toujours été là. Nous, très sincèrement, chez EcoCert, on est assez relax, entre guillemets, par rapport à ça. Moi, j'accepte qu'il y ait des gens qui soient bio, des gens qui ne le soient pas, qui soient Déméter, qui soient rien du tout. Je pense en effet que ça correspond à des logiques personnelles aussi, soit de valeur, soit de marché. Et c'est vrai qu'avec la croissance de la bio ces 10 dernières années, on va dire, enfin à partir de 2016, forte accélération, et notamment du coup les chaînes longues qui ont été approvisionnées, tous les supermarchés qu'on voit, etc. Il y a eu une utilisation du label aussi dans des logiques de commercialisation peut-être plus fortes qu'avant. Maintenant, moi je pense que, enfin, voilà, globalement le label je pense, va continuer à intéresser un certain nombre de personnes dès lors qu'il offre soit des débouchés, soit qui correspond en effet à des convictions profondes qu'on a envie de mettre en avant vis-à-vis de ses consommateurs. Je pense aussi que globalement, il y a plein de démarches qui risquent d'émerger. Notamment, moi, ce qui m'intéresse surtout par rapport à ça, c'est comment EcoCert se modernise. Et ça tombe bien parce qu'on y réfléchit vraiment. En fait, la question, c'est la vraie question, c'est celle des impacts, en fait. C'est-à-dire que telle ou telle pratique, qu'elle soit bio ou biodynamique, quel impact a-t-elle? Et c'est ça le sujet. Et c'est ça le sujet, je trouve. Et du coup, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est de se poser ces questions-là. Il y a probablement des bios qui ont des impacts assez délétères, il y a des bios qui ont des impacts formidables. Donc en fait, Oui. il y a un océan, mais ça Jean, il a bien dit, je crois, un océan de pratiques, un océan absolument immense, quoi. Et la question, c'est de savoir comment on peut en effet essayer soit de cartographier ça, soit d'analyser ça de manière à se concentrer sur les impacts. Et on sent bien, nous en tout cas chez EcoCert, que la bio, même si c'est une obligation de moyens, sous l'effet de la pression du consommateur, de l'air du temps, du fait qu'on mesure tout, va probablement aller vers une obligation de résultat, contrainte ou forcée, soit le label s'adaptera, soit il y aura des démarches qui viendront en plus. Mais je pense que cette obligation de résultat va s'imposer à nous dans les années qui viennent, progressivement. Et pour finir, moi j'avais une question, Dominique, je ne sais pas si ça correspond à ce que tu attendais que je dise, mais en tout cas, moi j'avais une question pour Jean, ce que j'ai retenu, Jean, aussi, quand même, c'est que même si tout le monde ne va pas en bio, ce que vous avez réussi à créer, encore bravo à vous, comme changement pour une communauté de 800 vignerons, on a conduit quand même quelques-uns en bio. Et surtout, ce que je retiens, c'est que vous avez réussi à initier du changement, en fait. Et c'est ça dont on a besoin. Globalement, on a envie que les gens changent, tous.
tous autour de la table, que ce soit les chercheurs, que ce soit EcoCert, l'ITAB, que les gens changent. Et après, j'espère un maximum choisiront la bio, parce que je suis d'accord que c'est la démarche aujourd'hui qui est la plus crédible en tout cas, la démarche, on va dire, normée ou structurée la plus crédible. Mais dans tous les cas, on veut que les gens changent. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible de produire les changements que vous avez réussi à créer, Jean, à grande échelle selon vous? Et selon quelle méthodologie et quels moyens? En gros, est-ce qu'il y a possibilité de vulgariser, je ne sais pas, hein, évidemment, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, c'est un peu compliqué, parce que c'est des approches souvent qui sont spécifiques au cas par cas, mais justement, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a possibilité de recréer ce que vous avez fait, mais à grande échelle, à l'échelle nationale? Et quelles en seraient les conditions? Alors là-dessus, merci Thierry. On va peut-être donner la parole à Laurence qui a une question très proche, juste pour que Laurence se présente. Laurence Fontaine. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je pense que Thierry a encore beaucoup mieux reformulé la question. Oui, c'était ça, c'est comment essayer de massifier ce type de démarche. Oui, d'accord. Oui, donc Laurence Fontaine, donc moi je travaillais à l'ITAB auparavant, et notamment sur les questions d'approche variétale. Je le fais toujours pour des coopératives bio à mon compte. Et puis en parallèle, je trouve les échanges super intéressants aujourd'hui, parce que maintenant je pose pour une association qui s'appelle le Centre national d'agroécologie, où on est exactement autour de ces mêmes questions de comment massifier la transition agroécologique pour le maximum d'agriculteurs, et avec tout le débat. Enfin, moi aussi, j'entends les histoires sur label, pas label. Moi, je bosse avec pas mal de gens des réseaux MSV, maraîchage sol vivant, ou dans d'autres filières de production, élevage notamment. Et c'est vrai que beaucoup d'entre eux sont en bio, mais ils le mettent absolument pas en avant. Ce qui compte avant tout, c'est ce que vous disiez, Jean, c'est leur pratique. Et ils ont l'impression d'aller beaucoup plus loin. Donc, merci là pour votre intervention, c'était hyper intéressant. Et donc, comment on peut multiplier ça, ouais. Oui, voilà, merci. Donc, sur l'essaimage, avant, Jean, que tu répondes, je donnerai aussi bien la parole à Vianney, parce que c'était un peu. Enfin, bon. Vianney qui demande finalement quel est le déclencheur. Vianney, tu peux te présenter, parce que. Oui, voilà. Avant d'essaimer, bonjour. il tombe bien, quoi. Bonjour. Bonjour. Donc Vianney Pichon, directeur du groupe de recherche en agriculture biologique, dont le siège est à Avignon, fait de la recherche très appliquée en maraîchage, en arbo et en viticulture, dans le sud-est de la France et en Bretagne. Vous avez entendu Nice tout à l'heure. Donc moi, je trouve le débat sur la certification bio très intéressant, sur les signaux faibles et sur l'intérêt ou pas de la certification bio en agronomie et sur d'autres plans. Mais je suis plus intéressé aujourd'hui sur la partie. Enfin, je pense que ça mériterait un vrai débat aussi là, un minimum interdisciplinaire et des historiens. Et c'est aussi un combat politique, c'est pas que agronomique. Il y a d'économie, on l'a un peu cité. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière la certification bio avec je crois que Bernard l'a dit, Thierry aussi. Bon, il y a des atouts et des contraintes, mais voilà, il y a un beau débat derrière. Moi, j'étais plus intéressé par la partie méthodo, notamment de gens, notamment, j'ai peut-être raté ça au début, c'est comment la sollicitation initiale. Est-ce que c'est les agriculteurs qui arrivent avec une question? Est-ce que c'était un territoire, il se pose des questions, ou c'est le chercheur qui est arrivé en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, et du coup, et ça rejoint la question de Thierry et Laurence, comment on passe d'une échelle territoriale avec un groupe à plus large? Est-ce que c'est le groupe qui essaime, ou est-ce que voilà, comment les origines de l'application de la méthode et en termes de sollicitation. Merci. Vous êtes dur et bon en même temps. Donc, je redis, mais peut-être je vais encore repréciser. Je pense que ce que je racontais tout à l'heure sur des signaux de désintérêt vis-à-vis de la labellisation, ça peut être transformé comme des ressources pour améliorer la qualité d'un label qui doit surtout pas changer, le label bio. Sa signification je dirais qu'il y a peut-être des ressources pour en changer la signification dans son contenu. Comme disait Thierry, peut-être aller vers des obligations de résultats et pas seulement des obligations de moyens. C'est une très très bonne réflexion. Là, on est sur la transition. Ça fait 3 ans qu'on étudie l'évolution de la santé de la vigne. Il me manque 40 000 € pour finir le projet. Si vous avez un plan, je suis preneur.
pour savoir quand change la santé de la vigne, quand on change de pratique. Alors après, souvent, quand on s'intéresse à la question, vous l'avez cité, Thierry, des impacts, pour moi, l'impact premier, c'est l'impact sur le praticien, sur l'agriculteur, sur le vigneron, pour valider son système de pratique et son mode de raisonnement. C'est ça qu'on doit renforcer le plus. Trier, mettre en avant ce qui est bon, introduire des connaissances scientifiques quand il faut consolider. Mais c'est ça le plus important, plutôt que d'aller voir en premier lieu les impacts sur la flore, sur la biodiversité, etc. C'est d'abord d'impact sur l'humain dans sa pratique. Alors, avec votre question de changement d'échelle, si j'étais impoli, je le dirais autrement, mais vous m'enquiquinez gravement, gravement. Alors, au début, ces grands intellectuels de l'INRA qui sont encore dans la direction de l'INRA disaient, Jean, mais toi, tu es un tribun, tu es dans ta vallée, c'est pour ça que ça marche, tu vas les voir tout le temps, tu bois des coups avec eux. Ben, c'est vrai, je vais les voir tout le temps. C'est vrai, je bois des coups avec eux. C'est vrai, ben, ça fait pas 39 heures par semaine, c'est clair. D'accord? Donc ça nécessite une implication humaine, pas que scientifique, pour avoir les gens et voir les gens leur donner envie. Après, si vous voulez aller à l'origine de l'origine, eh ben, quand j'étais président, eh ben, j'avais l'animation de ce fameux essai de porte-greffe OGM qui était finalement la base de la bombe dans mon cerveau qui a amené à la naissance de l'envie de faire de la recherche participative. C'est eux qui m'ont mis ça dans le crâne. Ils ont allumé la mèche très courte, et boum! Et une fois qu'on a eu fini, et bien avant que les faucheurs mal avisés, qui pour certains m'ont écrit et m'ont demandé pardon, parce qu'ils m'ont dit « J'ai enfin compris ce que vous vouliez, monsieur Masson », eh ben oui, je voulais faire de la recherche participative et sur cet essai, on a totalement transformé le protocole des chercheurs. Vous pouvez regarder la biblio, si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie. On a complètement transformé l'expérience sortie du cerveau des chercheurs et de leur labo, totalement. Et notre PDG fut bien contente d'avoir les résultats de ces transformations lorsque nous allâmes au tribunal, on va dire ça comme ça, pour défendre la recherche. Et une fois qu'on a eu fini, c'était 9 mois avant qu'ils viennent tout faucher, eh bien, le président de l'Association des vignerons d'Alsace et le collectif, ils m'ont dit, bon, ben Jean, ça c'est réglé, maintenant on s'occupe du sujet suivant, c'est la réduction des pesticides en viticulture. OK, on fait comment? Je leur ai dit, eh bien, on va te présenter à différents collectifs de vignerons qui nous semblent déjà bien travailler ensemble, bien mobilisés, et puis tu vas aller les voir et discuter. Et puis je vais aller en voir 3. Certains, ils m'ont posé des lapins, puis je suis allé en voir un qui est à Vestalten. Et ceux-là, ils avaient déjà, comme je vous l'ai illustré sur l'étude de textométrie, ils avaient déjà problématisé et construit un consensus autour de la problématisation. Ils avaient déjà bien avancé. Et avec eux, on a pu commencer. Pas ce que je pensais être la santé de la vigne, ça a été d'abord par les enherbements et l'arrêt des désherbants. Alors, si je reviens à la question qui est... Donc voilà, Jean, tu es dans ta vallée et puis tu n'arriveras jamais à faire des trucs. Alors, je suis allé en Allemagne et en Suisse. Puis maintenant, je suis à l'échelle de toute la France. Et Thierry a raison, il me pose la question, mais comment tu fais? Mais en formant des gens, envoyez-moi des étudiants. J'ai déjà formé trois filles en master qui étaient de Compiègne, qui ont des parcours hybrides. Sciences humaines, UTech, ça s'appelle HU et Tech, qui étaient chez moi, mais c'était juste le paradis. Des gens qui ont un cerveau complexe, et on les a formées, elles ont toutes les 3 des super jobs justement dans des grandes organisations territoriales pour essayer de mettre ça. Donc la seule réponse que je puisse vraiment apporter, c'est on peut former des gens et quand on les forme, on trouve des jobs. Et c'est ça. Sinon, je serais à promettre, embarquez-moi dans un grand territoire et on démarre. Mais ça serait prétentieux, mais ça marcherait, à condition qu'il y a des bonnes choses à boire ou des bonnes choses à manger avec les gens. Ils ont envie, les gens, quand on va les voir. Ils ont envie, quand on a un entretien avec eux. C'est incroyable. Et ils ont envie et se rendent compte qu'au-delà de leur envie, eh bien finalement, la recherche qui leur parle, c'est la recherche qu'ils attendent. Et après, ça part tout seul. Ça part tout seul. Pourquoi vous croyez qu'on trouve des gens en Iroulégui ou qu'on va en trouver en Savoie? Parce que les gars de Champagne et les gars de Bordeaux, ils leur ont dit, il faut que tu ailles voir, faut que tu invites les gens de Colmar. Ceux-là, ils sont un peu spéciaux. C'est vachement intéressant. Fais-les venir. Ça part comme le feu. C'est un changement d'échelle au travers des réseaux dont je parlais tout à l'heure.
au travers. Après, on peut aussi l'organiser, c'est certainement mieux. Mais si on dit organiser, ça veut dire construire un projet avec de demandes de financement et en face de moi, j'aurai des gens qui sont dans leur couloir de nage en discipline et ils vont rien comprendre, ils vont pas comprendre ou ils veulent pas comprendre que lorsque dans une réunion, on discute de météorologie, de transcriptomique des défenses de la vigne et de pratiques de vitibio et de raisonnement et d'influence sociale, eh ben c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça que les gens, ils ont envie de changer, qu'ils adhèrent vers le bio, qu'ils sont candidats ou qu'ils ont envie d'instruire le bio pour l'enrichir. Ok. Bon, merci. Il y a eu un petit clin d'œil aux étudiants, là, donc les étudiants connectés, vous avez entendu, vous êtes les bienvenus faire des stages avec Jean Masson, que ce soit ceux de Bretagne, ceux de la RAC avec Vincent. Là, je donnerai bien la parole à Adrien Pelletier qui va un peu nous embarquer dans l'économie et après également à Marc Benoît. Voilà, et puis Jean réagira si nécessaire. Adrien, tu te présentes? Okay. Ouais, il est peut-être parti. Super. Donc, dommage. Marc, par contre, Marc, j'ai repéré que tu étais par là. Hein. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole. Ouais. Très intéressé par tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Merci pour la présentation. Moi, je travaille à l'INRAE de Clermont-Ferrand. Je suis dans le domaine de l'élevage. On n'a pas beaucoup parlé d'élevage. J'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture biologique et je suis dans le comité de pilotage de Métabio. J'ai posé une question tout à l'heure. En fait, je vais la transformer un petit peu. Donc, la question était, pensez-vous qu'il y ait une certaine spécificité de la filière viticole pour la réussite d'une telle démarche? Si je posais cette question, c'est qu'ayant beaucoup travaillé en élevage, je me suis rendu compte que la filière avait un gros poids sur l'orientation technique des fermes pour des arguments sur la qualité des produits en termes de saisonnalité et pour ce qui est des… Enfin, moi, je travaillais en élevage viande, caractéristiques des carcasses, etc. Donc, moi, j'ai toujours été beaucoup perturbé par le poids de la filière sur l'orientation des fermes. Donc, est-ce que dans le groupe que tu as piloté, est-ce qu'il y avait des gens des filières qui ont dit leurs mots ou est-ce qu'au contraire, c'est un gage, ça serait un gage de meilleure réussite de ce type de projet, le fait qu'il n'y en ait pas, pour éviter de trop tendre vers des intérêts économiques qui concernent moins directement les producteurs? Bien, Marc, c'est dur la question, c'est dur. La réponse la plus facile, c'est que je bois plus de vin que je ne mange de viande, mais c'est sûrement un peu bête ce que je dis, mais c'est quand même un peu vrai. Et quand j'en achète de la viande, elle est bio. Il y a sûrement une spécificité à la filière. Déjà, premièrement, on voit qu'à l'échelle française, même au-delà, à l'échelle européenne, ce qui se développe le plus en bio ou en Déméter, c'est quand même plus la viticulture. Et à l'origine, c'était comme ça. Donc, c'est possible qu'il y ait un biais de facilitation. C'est possible. Tant mieux pour nous. Mais donc, est-ce qu'il y a un obstacle quand on va vers l'élevage? Je ne sais pas, je connais rien à l'élevage. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, je dirais, invitez-moi et puis je viens raconter ça devant vos éleveurs. Et puis on regarde ce qui se passe comme choc bénéfique ou pas dans leur cerveau quand on leur raconte l'histoire. Je l'ai déjà fait sur des filières les filières d'élevage, de production en serre. Et les gens ressortent un peu secoués dans la tête et ça peut les lancer dans d'autres formes de réflexion. Est-ce qu'il faut inviter les gens de la filière? Nous, on a toujours eu des gens de l'INAO ou des présidents d'Interpro, toujours. Ils sont présents, pas toujours très actifs, mais par définition, moi, je les invite toujours en me disant, s'ils viennent, c'est bon, on a gagné. S'ils ne viennent pas, on a aussi gagné parce qu'on est sûr de leur avoir dit qu'ils pouvaient participer. Voilà. Après, il faut déployer un peu d'énergie quand même pour arriver à en garder quelques-uns. On en garde. Hein. Mais en tout cas, à l'INEAO à Paris, il y a des gens qui sont puissants chez les marchands, j'allais dire, qui étaient impliqués dans ce projet. Il y a des présidents de l'Interpro en Alsace. Il y a des gens en Irouléguy. Il y a des gens en Champagne qui finalement participent
sans renverser complètement le mode de pensée de la filière, mais patience, les longueurs de temps. Alors, oui, tout à l'heure, il y a eu une allusion là, aux chambres d'agriculture. Est-ce que les techniciens ingénieurs des chambres d'agriculture, des filières vitis sont invités? S'ils viennent, est-ce Toujours, qu'ils jouent le jeu ou quelle est leur posture? toujours, ils ont toujours été invités. Au début, ils étaient là. Et après, il y a après, ils sont partis. Alors, je réinvite. Alors, pourquoi ils partent? Il y a la première raison la plus simple, c'est que souvent, ils ont des CDD ultra courts. Hein, responsables de filière, etc. Ils sont là 1 an. Et là, moi, je vous parle de 3 ans de travail, 4 ans, 10 ans, etc. Donc, voilà. On avait une fille de l'agence de l'eau qui reste avec nous pendant 3 ans et qui avait des remarques plutôt pertinentes. Je pense que c'est pas simple parce que ils se sentent remis en question. Et moi, quand je trouve que quand quelqu'un est remis en question, inclus moi-même, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si autour il y a un cadre, s'il y a un collectif qui permet de se raccrocher aux branches ou de se connecter à d'autres pôles électriques que ceux auxquels on était. C'est là l'importance de la dimension collective. Moi, j'ai aussi des coups de pompe, mais parfois très, très graves. Et il y a des gens, souvent dans la filière, qui me ramènent et me connectent à autre chose. Je pense qu'on parle de reconception du conseil, on parle de reconception de la formation. Et c'est pas facile pour ces gens-là. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas toujours expliquer aux gens, vous allez faire comme ça, en ignorant qu'en face, ils ont trouvé 3000 trucs bien plus intelligents. C'est pas possible. Mais il faut les accompagner. Peut-être, d'ailleurs, c'est pas peut-être, je pense que ça nécessiterait un accompagnement, vous voyez, dans les groupes autres que le mien, de gens en sciences humaines et en sciences agronomiques, l'accompagnement de ces gens-là pour les aider à vivre cette fragilisation jusqu'à la reconstruction. C'est un sujet en soi qui mériterait d'être traité, ça c'est sûr. Moi, c'est ce qui m'interroge, parce que quand on parle changement d'échelle, extension de la bio, etc., bon, si on a des petits mouvements comme ça, très localisés, le grand schéma de développement général, il va rester ce qu'il est. Par contre, si on a vraiment des mouvements qui prennent beaucoup d'ampleur avec ce type de fonctionnement, ça remet complètement en cause la structuration oui. développement technique en France, quoi. Exactement. Et c'est un projet en soi. C'est un projet en soi. Mais si on regarde, je ne sais plus s'il est encore là, Thierry. Thierry disait, la question pour moi, c'est comment EcoCert va se moderniser. Il faut qu'on aille une obligation de résultat, une obligation de moyens. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon, hein, Thierry, moi je le comprends comme une sincérité, comme un projet, mais je le sens comme une fragilité. Une fragilité sur comment le faire, sur une fragilité avec qui le faire. Et voilà, Thierry, quand vous dites ça, moi je trouve ça me fait un bien fou quand j'entends ça. Okay, et je pense qu'il y a une fragilité quand vous allez là-dedans, parce que ça fait reposer trop de responsabilités sur une seule personne, sur un label qui risque de perdre à vouloir gagner quoi? Alors que ce qu'on est en train de discuter, me semble-t-il, dit qu'il y a des ressources à l'intérieur et qu'il faut des méthodologies de l'accompagnement pour aider le capitaine à conduire son bateau. C'est vous le capitaine, hein, c'est pas moi. Mais voilà, je prendrais l'exemple d'EcoCert. Voilà, si on amenait EcoCert, déjà, ça serait pas mal. Enfin, nous, on est juste un acteur de l'écosystème, Jean, par contre, ça c'est très très clair, hein. Ça c'est sûr que… Oui. Alors oui, la fragilité, c'est parce qu'en fait, on n'a pas démarré. Pour être très honnête avec vous, moi je me pose ces questions et on est en train de se les poser depuis pas mal de temps, puisqu'on a eu la chance, à travers nos propres expériences, de pouvoir travailler sur plusieurs cahiers des charges. Donc effectivement, certains plus orientés biodynamie, certains plus orientés pratiques de préservation de la biodiversité, etc., etc. Et donc, on a accumulé un certain nombre de connaissances sur notamment comment on mesure les impacts et les indicateurs qui sont associés à ces cahiers des charges. Donc ça, c'est notre expérience, mais c'est clair, c'est fragile. En tout cas, c'est naissant. C'est naissant comme réflexion. Et après, comment le faire? En effet, le changement d'échelle, c'est sûr que moi, j'imagine pas autre chose que de le faire en écosystème. Ça, c'est très, très clair. Mais on ne pourra pas porter ça tout seul, ça, c'est certain.
C'est un joli projet. Ouais. On finit peut-être 2 minutes sur la partie. Il y a pas mal de choses sur la méthode. Alors, on va pas pouvoir tout aborder là, mais par contre, Jean, ce que tu pourras faire, c'est peut-être on va reprendre quelques questions du fil de discussion et à tête reposée, tu pourras y répondre et on renverra les réponses. Aurélien, tu nous demandes justement comment se construit un protocole, mais Aurélien, présente-toi parce que c'est important ça aussi. Oui, bonjour. Donc Aurélien Petitot, je suis ingénieur d'études à INRAE d'Angers sur l'amélioration des outils et des méthodes de sélection chez les pomoïdés. Voilà, et du coup, moi, je suis très novice là-dedans, donc je me posais la question de savoir comment on effectuait le protocole scientifique comme ça en recherche participative et comment on s'assure de la rigueur de ce protocole surtout et du plus possible de la neutralité dans l'expérimentation scientifique. Merci. Lucia, et puis après Marie Bro. Vous pouvez aussi poser vos questions courtes, mais surtout dire qui vous êtes. Comme ça, Jean repère un peu. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'exposé, c'était super intéressant. Et moi, c'était plus, j'ai trouvé tout très intéressant, mais notamment votre analyse que vous avez fait des discours lors des ateliers et l'analyse des textes textométriques que vous avez parlé. Donc, juste si vous pouvez nous dire un petit peu plus comment ça marche, l'enregistrement sur place, ou je sais pas. Et Marie? Oui, bonjour. Donc, Marie Bro, je suis ingénieure d'études en sélection sur la tomate à l'INRAE d'Avignon. Et moi, donc, j'ai bien noté l'importance de formuler la question de recherche avec le collectif. Et je me demandais justement combien de temps ça prenait ou combien de rencontres il y avait besoin pour arriver à une question sur laquelle partir en recherche, quoi. Comment arriver à une question aboutie et un consortium au sein du collectif. Ok, merci à toutes deux. Donc, Jean, 2 minutes pour répondre. Désolé, mais après, tu auras plus Bien, de chef. temps. Alors, si c'est... ça, c'est transversal. Bon, évidemment, vous pouvez lire les publis, et puis après, quand vous les avez lus, vous pouvez me téléphoner ou m'écrire, et je peux expliquer les choses. Sur la question, comment on formule la question de recherche avec le collectif et combien de temps? Le temps, il faut le consacrer, ça peut prendre 6 mois. Ça veut dire 3 réunions collectives et 2 séries d'entretiens individuels. C'est beaucoup de travail. Et dès la 2e réunion collective, on demande au collectif, ou on s'arrange en termes méthodologiques pour que le collectif, finalement, se mette à penser à d'autres gens que eux qui pourraient permettre de les aider à préciser la question. En d'autres termes, la question, quand elle est en train de se préciser, c'est mon travail et celui d'autres gens dans le groupe que de faire venir des intervenants extérieurs, chercheurs ou vignerons, ou conseillers en viticulture, pour déstabiliser ce process pour qu'on soit encore plus précis dans l'élaboration de cette question. Et au bout de ça, on aura augmenté la taille du collectif et mieux serrer la question et voilà. Donc, il faut chercher des gens, jamais se satisfaire du collectif. On a trop vite fait d'être tous d'accord, c'est le danger. Voilà. Dans les groupes, ils disent toujours la phrase de Jean, c'est vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord. Sur l'analyse, donc, pour la sélection des pomoïdés, pour Aurélien, eh bien, si j'avais à faire ça, j'inviterais des gens qui déstabilisent. Donc, par exemple, des gens qui cultivent des pommiers en Allemagne, à 70 km d'ici, 0 pesticides depuis 30 ans. 0 pesticides. Il faut balancer un truc au milieu du collectif pour qu'ils réagissent. Mais 0 pesticides. C'est juste la collection de pommiers qu'ils ont, c'est juste un paradis sur Terre. Je ne sais pas comment ils font, je ne suis pas encore allé, mais j'y suis allé, mais je ne suis pas allé jusque dans l'investigation de comment ils s'y prennent. Donc, il faut envoyer des ressources complètement nouvelles dans le système. Après, sur l'analyse de discours textométrique, c'est plus technique, mais il y a des enjeux de confidentialité. Ça commence à devenir sérieux.
Donc on enregistre, on prend des notes. Maintenant, on a trouvé des partenaires qui retranscrivent de façon presque complètement fidèle au mot par mot. Ça se travaille. Et ensuite, ce sont des outils de textométrie. Vous regardez le papier de Maxime, vous m'écrivez, je vous l'envoie et ça fait le boulot, mais ça illustre le fait qu'on a dû apprendre à faire des choses qu'on ne savait pas faire. Et c'est Maxime qui fait une thèse en philosophie, en épistémologie dans le labo, qui aborde ces choses-là à la fois sous un angle mathématique, mais aussi sous un angle philosophique, puisqu'on revient toujours au discours d'origine avant que de produire une conclusion. Voilà, je sais pas.